Bonjour et bienvenue sur ce plateau télévisé du salon West Industrie. Nous sommes réunis ici à Rennes Parc Expo pour ce rendez-vous de l'industrie, des sous-traitants de l'industriel, des producteurs d'équipements pour l'industrie et de services aux entreprises. Pendant 3 jours, 250 exposants réunis ici, dont un certain nombre qui vont intervenir sur ce plateau télévisé pour évoquer avec moi les grands enjeux de l'industrie en 2025. On va parler avec mes 2 invités de cette séquence de supply chain, ou comment la supply chain peut être un levier de compétitivité. Je vous présente Caroline Bader, chargée de mission à Bretagne Supply Chain. Qu'est-ce que c'est, Bretagne Supply Chain? Alors, Bretagne Supply Chain, c'est une association professionnelle et on travaille avec les entreprises, institutionnelles, organismes de formation du territoire sur la supply chain de demain, donc la chaîne d'approvisionnement qu'il y aura demain face à tous les enjeux qu'on peut connaître aujourd'hui. Enjeux que nous allons décliner ensemble, bien sûr, dans quelques instants. Et François Jean, directeur du PASCA, pôle achat supply chain Atlantique, association également, créée il y a une vingtaine d'années. Vous vous intéressez, alors supply chain, à tous les sujets logistiques. Effectivement, nous sommes l'homologue de Bretagne Supply Chain en Pays de la Loire. Donc, nous accompagnons nos membres sur les sujets logistiques, performance opérationnelle. Et nous avons une petite particularité, c'est que nous sommes également centre de compétences qui permet d'accompagner techniquement les membres sur des sujets opérationnels. Donc, association et cluster en même temps. Tout à fait. On va commencer par le commencement, en tout cas pour que nos échanges portent bien sur un sujet qu'on aura clairement défini. Comment vous définissez ce qu'on appelle la supply chain, Caroline Bader? La supply chain, on la définit comme toutes les activités qui vont permettre de produire, distribuer, stocker, livrer le produit au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, au bon prix. Donc, c'est vraiment tout un tas de métiers qui sont espacés sur plusieurs entreprises. On a des industriels, on a des entreprises de stockage, de transport. On parle souvent de la supply chain d'un produit. Moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est un peu les coulisses, tout ce qui se passe jusqu'à ce qu'on puisse acheter ce produit, soit en tant qu'entreprise, soit en tant que particulier. Donc, de la fin de la chaîne de production jusqu'au lieu de consommation. C'est ça. Voilà. Et il y a même quelques petites étapes avant la production pour prévoir cette production, la planifier, et ensuite toutes les étapes qui en suivent. François Jean, c'est la définition que vous partagez? Oui, je partage et je vais l'enrichir en une phrase, c'est la gestion de l'ensemble des flux financiers, physiques et d'informations du premier fournisseur de nos clients. Donc, effectivement, on intègre l'ensemble de la chaîne, y compris les chaînes de sous-traitance et différentes étapes intermédiaires entre le vendeur et le client. Donc, c'est vraiment l'ensemble des flux avec un point important, c'est vraiment le flux physique, mais également tous les flux d'informations et les flux financiers associés. Alors, le principe ou l'idée qui sous-tend notre rencontre de cet après-midi, c'est que le travail sur la supply chain, l'amélioration de cette supply chain, son optimisation, sont un levier de compétitivité pour les entreprises. Partagez-vous ce point de vue et surtout pourquoi c'est potentiellement un levier de compétitivité? Caroline Bader. Oui, je partage totalement ce point de vue. La supply chain, c'est le lien indispensable entre plusieurs entreprises qui gèrent un même produit. Donc, ce lien, il doit être agile, il doit être performant, il doit être fluide et il doit être solide. Donc, en fait, avoir une supply chain structurée, c'est avoir également sur toutes les étapes sur lesquelles passe un produit, c'est être assuré que ça se passera bien entre différentes entreprises. Donc, c'est vraiment un réseau de complexité. Et donc, mieux ce sera structuré et mieux ça se passera. Donc, chaque entreprise pourra gagner en compétitivité et améliorer son processus. En quoi, François Jean, l'amélioration de la supply chain contribue-t-elle à rendre une entreprise plus compétitive? Pour ajouter ce qu'il vient de dire juste avant, c'est qu'en fait, effectivement, la supply chain, c'est la seule fonction qui touche le produit tout au long de sa vie. Donc, vous avez une fonction de production, donc ça va transformer une forme de produit vers une nouvelle forme de produit. Mais en fait, la supply chain va traiter toutes les étapes. Et l'intérêt de la supply chain, c'est qu'elle permet d'optimiser les temps entre les étapes. Vous pouvez toujours faire le plus beau produit du monde sur le plus beau robot du monde, mais si la matière première arrive trop tard ou si vous ne prenez pas en charge le produit une fois sorti, le produit final sera en retard. Donc, on est vraiment sur une structuration d'un cadencement qui permet de livrer le client au bon moment, au bon prix et dans la bonne niveau de qualité. Donc, c'est vraiment une fonction stratégique
qui est malheureusement souvent traité après les autres fonctions de production plus classiques. C'est-à-dire qu'en gros, on trouve encore aujourd'hui des entreprises qui négligent cette dimension-là en se disant bon, l'important c'est que je sorte mon produit et puis advienne que pourra. Tout à fait. Normalement, il devrait arriver au bout. Globalement, ça fonctionne. Ouais. Mais la question, c'est à quel prix et à quel coût. Ouais. Donc effectivement, on peut livrer un produit dont on trouve moyen. Les ingénieurs sont très bons pour ça et l'entreprise est très bonne pour ça, pour réaliser le service auprès de son client final. Mais l'analyse, c'est à quel coût. Est-ce qu'on peut justement pas être plus compétitif en s'organisant mieux, ça va être moins cher, attraper de nouveaux marchés et se développer différemment. C'est-à-dire que la gestion de cette supply chain pèse lourd dans le prix du produit final. Aujourd'hui, c'est véritablement un levier pour être plus intéressant sur le marché. C'est véritablement un levier. Alors, au-delà du coût global, on estime le coût global de gestion supply autour de 10% du coût final du produit. D'accord. Au-delà de ce coût-là, c'est les non-coûts ou les coûts de qualité ou les coûts de non-livraison. C'est plus important. C'est difficile à quantifier au demeurant. Justement, difficile à quantifier. Alors, c'est un client, il n'est pas content, il vous prend le téléphone, il vous engueule. Là, vous le quantifiez. Ouais. Vous ratez une commande, là, vous le quantifiez. Mais tous les micro-ruptures, les temps supplémentaires que vous employez pour satisfaire le client parce que vous avez été un peu moins bon sur le processus, ça vous plus de mal à quantifier. Et ce qu'on se propose les uns les autres quand on travaille sur les problématiques de supply chain, c'est optimiser l'ensemble des étapes pour qu'au final, on ait le même niveau de satisfaction, voire plus, avec un coût inférieur. Caroline Bader, Bretagne Supply Chain, les industriels, les entreprises que vous rencontrez, elles sont sensibilisées à ce sujet. C'est un sujet dans l'agenda du chef d'entreprise aujourd'hui. Alors, c'est un sujet de plus en plus. Déjà, s'ils viennent chez nous, Bretagne Supply Chain, souvent c'est un sujet puisque c'est dans notre nom. Mais ce qui revient de plus souvent, on va vraiment parler de l'optimisation, la performance, même l'excellence supply chain. L'idée, c'est que les missions sont à peu près connues, mais les métiers ne le sont pas toujours ou alors ne sont pas attribués aux bonnes personnes dans l'entreprise, ce qui fait qu'on va avoir des informations qui ne vont pas forcément arriver à bon port ou où on a besoin justement d'un nouveau logiciel pour que ça se passe mieux. Donc, l'ambition auprès des entreprises de Bretagne, en tout cas chez nous, c'est surtout de perfectionner tout ça, d'avoir les meilleurs logiciels, la meilleure agilité, notamment dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ils sont sensibilisés. On peut aller un cran plus loin parce que personne n'a la même définition, personne n'a la même supply en fait pour un produit. Chaque produit a sa propre chaîne d'approvisionnement finalement. Mais le tronc commun, il est là et il y a quand même une sensibilisation qui est de plus en plus présente. Oui. Alors, sensibilisation qui est la même en Bretagne et Pays de Loire. On est sur un sujet qui est le même selon les régions françaises. Le sujet est plus ou moins le même, mais il y a encore du taf. Il y a encore un gros travail de sensibilisation. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit que les entreprises ont beaucoup travaillé sur leur process industriel. Oui. Ils ont moins intégré le process, on va parler de logistique, supply global, au travers du process industriel. Et on arrive encore des chaînes de production qui sont très optimisées en termes d'industrie, de transformation de la matière, mais beaucoup moins optimisées en termes d'optimisation de flux. Alors justement, c'est peut-être un des enjeux, un des grands enjeux. On va essayer de les décliner et de comprendre un petit peu quels sont les sujets aujourd'hui quand on veut s'intéresser à ce sujet-là. Le sujet du process, de la gestion des flux, c'est clairement un enjeu aujourd'hui quand on veut améliorer sa supply chain. C'est clairement un enjeu. On parle de processus, on parle du coup de la performance opérationnelle dont je parlais tout à l'heure. C'est un enjeu parce qu'il y a besoin d'avoir la bonne information, de regarder les bons indicateurs. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, on a des adhérents qui parlent du monde VUCA. C'est un monde qui est volatile, qui est incertain, complexe et ambigu. C'est le fait qu'on peut commander à la dernière minute, c'est le fait qu'on peut changer d'avis, qu'il y a des marchés qui peuvent s'écrouler, d'autres qui peuvent grimper en l'espace d'une nuit. Et face à ce monde-là, la supply chain, elle a besoin de tenir bon. Donc, toutes ces performances et tous ces processus-là doivent s'adapter, être résilients face à ce genre de changement qui arrive très vite aujourd'hui. Donc, en effet, optimiser ces flux, tout ce qui va concerner les processus, c'est très important pour les entreprises pour rester compétitifs, tout simplement. Il faut être à la fois capable de faire de massifier. On est dans du transport massifié ou de la logistique massifiée et en même temps, on doit être hyper réactif et hyper souple, hyper adaptatif.
C'est presque contradictoire dans les termes. Effectivement, là, on a des images de massification de volume ça dépend ça dépend des stratégies. Oui. Ça dépend des entreprises et la capacité de la supply chain, justement, c'est s'adapter à chaque besoin. Et sur des mêmes chaînes de production, sur les mêmes enjeux, vous pouvez avoir des problématiques de massification, mais aussi des sujets à l'unité. Ouais. Et donc, l'enjeu de la supply chain et de l'organisation des flux, c'est être capable de travailler sur ces deux horizons et ces deux dimensions différentes. Et c'est pas toujours facile. Avec des contraintes, effectivement, des contraintes environnementales où les commerciaux veulent que la commande soit livrée le plus vite possible, la production veut que ça soit conforme au process de l'outil, avec la DV qui a d'autres contraintes, le financier qui a d'autres contraintes. Donc, et la supply chain doit intégrer l'ensemble de ces problématiques. Et c'est là aussi la complexité. Et de pouvoir arbitrer entre des choix, des choix qui sont des choix stratégiques qui peuvent être différents. Et s'adapter et changer ces choix en fonction du besoin et de l'interlocuteur. On est dans des systèmes plus complexes que les process industriels que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'interactions et d'imprévisibilité du coup. Alors, je ne veux pas dire plus complexe, parce que quand vous avez des machines-outils avec des changements d'outils avec 17 têtes sur une fraiseuse ou un outil, c'est très complexe aussi. C'est un autre type de complexité. Effectivement, de nombreux acteurs différents, beaucoup d'acteurs externes à l'entreprise, parce que souvent de l'approvisionnement externe, avec des étapes différentes, des étapes de préparation de produits, etc., du kitting, de l'eau, d'allotissement. C'est une autre complexité, mais c'est vrai, et ce qui fait aussi la richesse du métier. Deuxième enjeu, je vous propose qu'on avance un petit peu sur ce sujet, celui de l'humain, les emplois, les compétences. Aujourd'hui, on a une filière qui représente combien de personnes? D'ailleurs, je ne sais pas si on peut le chiffrer, d'ailleurs, ça, si on a une idée de ce que ça représente en termes d'emploi ou d'équivalent emploi. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui arrivent, etc., un enjeu de compétences? Alors, pour la première question, au niveau des chiffres, si je ne me trompe pas, en Bretagne, on est sur 33 000 emplois en Bretagne. C'est transport logistique, c'est cet univers-là. Transport logistique. Et puis, d'un point de vue PIB, là, c'est un chiffre national. Tous les maillons de cette chaîne d'approvisionnement, c'est 10% du PIB national. Donc, on sait quand même que ce sont des fonctions qui sont importantes. Et aujourd'hui, concernant l'emploi et les compétences, alors surtout concernant l'emploi, on a deux gros enjeux. Le premier, c'est que c'est des métiers qui ne sont pas connus. On ne connaît pas forcément tous les métiers qui ont lieu avant qu'on achète un produit, ou alors c'est des métiers qui ne sont pas valorisés, voire de temps en temps qui ont de gros préjugés. Donc, il y a peu de nouveaux candidats qui arrivent pour faire de la supply chain. Ça, c'est le premier enjeu. Mais le deuxième enjeu, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment en Bretagne et je pense aussi dans les Pays de la Loire, qui sont historiques, qui sont là depuis longtemps, avec du coup des profils qui vieillissent et qui font partie de ce qu'on appelle la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'ils sont dans les 5 à 10 prochaines années, on aura une vague de personnes qui vont partir des entreprises. Donc, on a moins de candidats, on a un nombre de départs alarmant qui va arriver très prochainement et très vite. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour parler des emplois supply chain, pour les expliquer, pour donner envie d'y aller, et puis pour déconstruire aussi les préjugés qui existent? Ça, c'est un des enjeux de l'emploi en supply chain. Et puis concernant les compétences, c'est ce qu'on expliquait, il y a des nouvelles technologies, il y a un besoin permanent d'être agile, résilient. Donc il y a toujours des nouvelles compétences à avoir et à intégrer. Les métiers vont changer. Donc il y a aussi cet enjeu de compétences qui est rejoint. Alors un effet ciseau, démographique ciseau, et puis un enjeu de complexité, de technicisation des métiers. C'est le double enjeu. Ouais, tout à fait. Donc souvent on avait des personnels, alors les anciens volontaires qui arrivaient là par défaut, pas forcément par choix. Donc, on a quand même maintenant suffisamment de formations sur les différents territoires pour avoir des formations supply chain. Nous, au Pascal, on a même agi pour créer des formations spécifiques par rapport à des besoins technologiques, notamment dans le cadre des technologies qui arrivent, d'automatisation, des technologies de l'information, de la robotisation. Donc, on a notamment monté un master à Saint-Nazaire, un master universitaire, pour traiter ces notions de digitalisation de la supply chain. Donc, d'un côté, effectivement, on a difficulté de savoir combien de réellement d'emplois parce que il n'y a pas de code APE logistique.
Ça, c'est un premier point. Oui. Et tout le monde fait la logistique et la supply chain. Donc, identifier quelle personne dans son temps fait la supply chain, c'est compliqué. C'est 10% d'un PIB, effectivement, ça peut paraître faible. Par contre, c'est énorme parce que si vous arrêtez 10% du PIB, il y a 0% du PIB qui se crée derrière. C'est un enjeu qui est impactant. Ouais. Et avec des métiers qui se transforment et avec la technologie qui arrive, des compétences qui doivent se transformer, qu'on doit accompagner. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que des problématiques de compétences sur la technologie. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en France, par exemple, il n'y a plus de formation d'approvisionneur, qui est un métier stratégique qui fait rentrer la matière au sein de l'entreprise. Donc nous, on va travailler avec le Greta pour développer cette une formation spécifique approvisionneur avec un retour important des entreprises pour avoir un intérêt important. On le voit dans les travaux sur les go qu'on a pu faire, sur les visites d'entreprise, c'est extrêmement important et les jeunes s'intéressent aux produits. Quand on explique aux jeunes, s'intéressent et ça fait au métier. Et aujourd'hui, le logisticien, c'est plus le tire-palette qu'il y avait à une époque. Ils ont des outils en main, des technologies, ils ont des KPI, des tableaux de bord, etc. Donc, on a un vrai enjeu sur l'attractivité globalement au travers des métiers et des compétences. Mais avec une chance, c'est qu'on a sur le territoire pas mal de formations, que ce soit en Bretagne ou en Pays de la Loire, autour de la logistique. Alors, sur l'enjeu technologique, vous venez d'en toucher un mot. Est-ce que l'IA est en train de changer la donne ou va changer la donne bientôt dans ce métier-là, comme dans tous les autres, soit dit en passant, mais peut-être plus dans celui-là que dans les autres? Oui, alors ce qui est intéressant dans l'IA, là je vais partager le retour de nos adhérents, c'est que c'est un sujet qui arrive très vite et qu'on ne connaît pas forcément. On ne connaît pas déjà la définition de l'IA, on ne saurait pas expliquer ce que c'est. Et on sait que ça va changer profondément les métiers. Les métiers ne sont pas forcément voués à disparaître. Il y en a qui pensent que ça peut remplacer un métier. Il y aura toujours une décision humaine parce qu'il y a des besoins stratégiques et de communication. Il y a besoin d'humains dans la supply chain. Cependant, ça va changer profondément les métiers. On a déjà quelques informations sur le métier de prévisionniste parce qu'on gère énormément de données. On va gérer la prévision, c'est prévoir dans les prochains mois ou prochaines années ce qu'on va vouloir vendre ou produire. Et du coup, on gère notre historique de vente ou de production, on va gérer la météo, on va gérer les promotions, pourquoi pas les événements spéciaux qu'ils peuvent avoir comme des élections présidentielles ou la fête des mères. Et donc, tout ça, c'est énormément de données. Donc, évidemment que l'IA peut être un outil d'aide à la décision. La gestion des stocks aussi, on voit de plus en plus que l'utilisation de l'IA, elle peut être pertinente pour... en fait, dès qu'il y a un grand nombre de données et un besoin d'aide à la décision, ça va changer complètement la donne. Maintenant, derrière, on a besoin d'avoir des supply chains qui sont numérisées, qui sont digitalisées, qui ont des données, qui ont des jeux de données qui sont propres, utilisables et qui, tout simplement, en fait, ont leurs données sur autre chose que du papier, voire un Excel. C'est déjà le cas. Pas dans toutes. Pas partout. On est bien d'accord. Ce qui n'est souvent pas le cas. Encore aujourd'hui, souvent pas le cas. L'IA ne va pas fondamentalement simplifier le boulot des acteurs de la supply chain, fondamentalement. Alors, pour répondre à la question, ce que va donner, j'en sais rien. Nous, aujourd'hui, on teste ce qu'on peut. Alors, c'est quoi? C'est du machine learning, c'est du génératif, c'est des prédictifs. On ne sait pas grand-chose. On fait des tests actuellement sur l'hygiène de data, justement, avec l'IA. Parce qu'on s'aperçoit que souvent, les data sont pas belles, mal traitées. Vous avez des extraits de WMS, vous n'avez pas les dimensions des pièces, vous n'avez pas les poids des pièces. Alors, après, pour dimensionner un entrepôt, quelque chose, c'est très compliqué. Pour organiser un flux, ça va être compliqué. Donc, avant de parler d'IA, c'est parler de data déjà, l'hygiène des data. Donc, c'est le premier point. Et on se retrouve souvent encore à avoir des data qui sont pas très propres, pas très belles. J'ai quelques souvenirs dans des entrepôts en hiver, le froid avec le mètre, le pesant pour reprendre les pièces, pour mesurer les pièces, pour pouvoir définir comment on va organiser les pièces. Et après, oui, l'IA, par contre, l'IA peut avoir un intérêt pour retraiter ces datas-là déjà, des datas pas belles, comment on les retraite. Donc, on a fait quelques tests sur des systèmes d'agenda, ça peut être pas mal. Mais aujourd'hui, il y a un gros travail à faire sur la data d'un point de vue général pour demain profiter justement des capacités de l'ensemble des capacités de l'IA. On parle d'IA, mais on peut parler de jumeaux numériques aussi, de simulation, d'IoT, d'interopérabilité des systèmes. Donc, il y a un champ technologique très important au niveau logistique. On parle aussi de robotisation, mais la robotisation, on est très peu robotisé encore en logistique. Et que par la robotisation dit algorithme de choix, pilotage de la constitution des palettes. Donc, il y a des enjeux. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, juste sur la question d'avance sur les compétences, dans le master, le supply qu'on a créé, c'est pas un master de supply, c'est un master de traiter de la donnée, en fait. D'accord.
Oui, ce qui traduit bien l'évolution. Ouais, c'est l'évolution, métier. clairement. Ça veut dire aussi traçabilité améliorée. Traçabilité, etc. Traçabilité améliorée. Et ce que tu disais, c'est la partie, c'est le nerf de la guerre, c'est la prévision. Ouais. Qu'est-ce que je vais avoir besoin demain? La planification et la prévision. Aujourd'hui, effectivement, là, on peut avoir des modèles numériques qui peuvent aider. Mais au final, quand on rentre la donnée dans le système, c'est dégueu, la donnée restera dégueu. Bon, je résume, ça sera sûrement génial, mais alors avant, il y a du boulot sur la production de la donnée. Et l'environnement dans tout ça, parce que évidemment, c'est un des fils rouges de notre salon et des échanges qu'on a sur ce plateau. L'enjeu environnemental très fort, très marqué. Alors, dès qu'on parle de transport et de logistique, évidemment, on est au premier chef. Là, alors, et comment on relève ce défi-là? La décarbonation. Derrière vous, je vois Julia du Basca qui travaille sur les questions RSE. Ouais. Bah, c'est un sujet qu'on essaie de travailler pour nos membres, mais c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on a des enjeux court terme de coûts, de livraison, d'optimisation. En plus, c'est que le contexte politique et international extrêmement compliqué. Aujourd'hui, c'est un investissement également. Et donc, effectivement, on essaie d'intégrer ces enjeux. La logistique n'est pas très propre. Il y a de l'emballage, il y a du transport camion, il y a l'énergétique, il y a des grands entrepôts qui, des fois, sont chauffés, mais est-ce qu'on a besoin de les chauffer? Il y a des enjeux importants, des impacts importants sur la notion sur RSE et bilan carbone. Et des entreprises qui vont, mais c'est encore à notre par rapport à notre vision, par rapport à ce qu'on aimerait faire, c'est insuffisant encore. Bon, clairement, il y a un enjeu de sensibilisation et surtout de mettre en perspective ce que ça peut apporter au final. Ouais. Caroline Bader, compliqué d'agir sur ce levier, sur cet enjeu environnemental? Alors, c'est compliqué. On voit qu'il y a quand même une volonté. À partir du moment où il va y avoir un service RSE, on va parler par exemple, chez Bretagne Supply Chain, on va parler de décarbonation du transport, on peut parler du foncier, parce que c'est aussi quand même un sujet qui parle environnement. On va pouvoir échanger sur ces sujets-là et trouver des idées d'action pour décarboner et aider à ralentir le dérèglement climatique par les actions des entreprises. Après, en effet, c'est un investissement et je rejoins complètement ce que dit François. Et en plus de ça, c'est du long terme. Et souvent, on a ce côté, il y a quand même le réflexe de l'entreprise de vouloir le retour sur investissement. Il est dans combien d'années le ROI? Et en fait, c'est aussi des choses où on a du mal à le quantifier parce que justement, il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. Et également, il n'y a pas qu'une solution. Il n'y a pas qu'une action qui va permettre de décarboner. Et en plus, elle n'est pas... Alors, je ne vais pas dénigrer, c'est super de changer le carburant, par exemple, de son poids lourd. Mais il ne faut pas juste changer l'énergie de son poids lourd. Est-ce que le poids lourd, peut-être qu'il n'est pas assez rempli? Est-ce qu'il roule à vide? Il roule 6 fois semaine pour livrer le même client. Est-ce qu'il pourrait le faire 2 fois semaine? Il doit livrer du jour au lendemain. Ce n'était pas prévu. Donc, il y a un changement bien plus profond des modèles qui est en train d'arriver. Plutôt côté institutionnel, on va avoir des rapports de l'ADEME qui vont vraiment montrer qu'il y a besoin de questionner le modèle actuel. Mais au niveau des entreprises, ça se ressent. Nous, on en discute souvent avec nos adhérents, on parle d'aberrations. On leur dit, c'est quoi les aberrations logistiques que vous vivez? Donc, ça se ressent. Par contre, on est impuissant face à ça parce que même une entreprise aussi importante qu'elle soit, on est sur une chaîne. Elle aura besoin de son client, elle aura besoin de son fournisseur et elle aura besoin de ses sous-traitants. On a évoqué quelques-uns des enjeux, il y en aurait d'autres, mais on n'a pas la possibilité là sur ce plateau court de tous les traiter. De quelle manière vous intervenez, alors PASCA et Bretagne Supply Chain, auprès de vos adhérents, auprès des acteurs économiques sur ces sujets-là? Je veux bien, si vous l'avez sous le coude, un exemple emblématique ou intéressant d'un accompagnement que vous avez réussi. 2-3 exemples très rapidement au niveau des acteurs institutionnels, pour revenir sur les aspects fonciers. Bon, en ce moment, on essaye de les informer de ce qui est possible de faire sur le foncier pour densifier, parce qu'on a un problème de raréfaction du foncier, de loisane, etc. Loisane qui limite ça, on essaie de repousser de l'information, comment pour les aider à mutualiser dans une réflexion territoriale de leur foncier propre et de ce qu'ils veulent faire leur stratégie territoriale par rapport aux filières qu'ils veulent accueillir, sur les moyens techniques associés à ça. Après, nous, côté de nos membres, on leur pousse les technos qui existent, parce qu'avant de faire des trucs il y a des trucs simples à faire, à mettre en place rapidement. On essaie de leur faire pousser des best practices et on va jusqu'à les accompagner, les aider à faire de l'innovation quand les solutions n'existent pas.
Et on va jusqu'à structurer des projets d'innovation globaux pour répondre à des problématiques qui n'existent pas sur l'étagère encore. Ouais. Donc, Par exemple, on travaille sur un système de distribution. On accompagne une entreprise sur la distribution cœur de ville avec ces fameux dernier kilomètre. kilomètres où il y a des vraies problématiques à la fois mécaniques, des problématiques d'interopérabilité de systèmes d'information, d'automatisation de certaines tâches, donc, et de flux retour également, de retour des déchets. Donc, c'est des problématiques. Par exemple, on travaille en ce moment sur qui n'est pas encore lancé le projet, mais on a créé structuré un projet sur un drone qui va devoir voler en milieu frigorifique, qui entraîne beaucoup de problématiques sur les points de rosée sur les ailes, sur la capacité des caméras, sur la capacité de la batterie, sur comment on redescend les informations automatique dans un puits de données sans intervention humaine. Donc il y a des sujets comme ça qui nous occupent un petit peu. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est accompagner les entreprises sur des sujets qui n'arrivent pas à traiter. Donc, se creuser la tête sur des sujets de demain. Ouais. Et côté Bretagne ? Alors, côté Bretagne, j'ai noté quelques exemples aussi. Nous, déjà, on a une vision qui est très claire. Pour répondre à ces enjeux, il faudra du collectif. Il faudra plusieurs entreprises, il faudra travailler ensemble, soit parce qu'ils sont clients-fournisseurs, soit tout simplement parce qu'ils ont les mêmes métiers, les mêmes missions et les mêmes enjeux. Donc pour ça, on organise des événements et notamment, je me souviens d'un événement où on a fait un atelier de co-développement. Donc c'est une façon d'animer des ateliers de travail sur les approvisionnements. Et donc là, les entreprises, elles ont pu trouver des réponses à c'est quoi la mission d'un approvisionneur ou d'une approvisionneuse chez moi. C'est quoi la différence entre approvisionnement et achat? Quels outils je peux utiliser? Comment vous êtes structuré chez vous? Comment je peux m'en inspirer? Donc, on a vraiment le partage de bonnes pratiques pour nous, c'est le terrain qui parle au terrain, c'est une mine d'or. Donc, on a notamment ce genre de choses qui peuvent arriver. On aime aussi également, pour répondre à ces enjeux, lancer ce qu'on va appeler des actions collectives, des projets collectifs. Donc, l'année dernière, on a terminé un projet qui s'appelle Act Supply, pour améliorer les conditions de travail. On a réuni 9 entreprises du territoire pour parler conditions de travail lorsque la problématique a été lancée par un client ou un fournisseur. C'est-à-dire qu'un client qui nous demande 6 commandes par semaine, ça va changer mes conditions de travail. Comment je fais pour enclencher le dialogue, aller voir mon client et trouver un terrain d'entente pour à la fois améliorer mes conditions de travail, mais tout en gardant une relation partenariale et correcte avec mon client. Et en dernier exemple, et là c'est vraiment ce qu'on aime faire chez Bretagne Supply Chain, on se positionne comme un outil de veille, à la fois de veille sur les articles qui sortent, sur les dernières réglementations, mais également de veille auprès de nos adhérents. La semaine dernière, j'ai rencontré une entreprise qui a besoin de mutualiser son transport, enfin mutualiser ses flux en ferroviaire. Ils n'ont pas assez de marchandises pour prendre un conteneur ferroviaire, mais ils aimeraient utiliser le ferroviaire. 3 semaines avant, je rencontre une entreprise qui utilise le transport ferroviaire, qui a de la place dans son conteneur et qui aimerait payer moins cher. Qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Bretagne Supply Chain ? Mise en relation. On les met en relation. La plupart du temps, c'est des voisins parce que la Bretagne n'est pas si grande. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance. C'est avec du local, avec des actions concrètes de terrain qu'on va pouvoir avancer petit à petit là-dessus. Et je rajouterais aussi qu'en plus de ces actions concrètes, Bretagne Supply Chain accompagne la région et l'État dans l'élaboration de la feuille de route régionale de la logistique. Donc, la déclinaison de la feuille de route nationale au niveau de la Bretagne. Et grâce à ça, on va pouvoir anticiper les enjeux à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les futures réglementations, parler de ce qui se passe sur le terrain et du coup réussir à avoir une feuille de route qui soit pertinente pour les entreprises et pour l'État. Merci beaucoup. Sur le supply chain, ça pourrait être le mot de la fin, effectivement, qui, quand elle est bien pensée, bien optimisée, bien huilée, j'allais dire, peut-être une des clés de la réindustrialisation de notre pays. On peut faire le lien avec cet enjeu-là aussi. L'une des clés, c'est intégrer la supply chain dans les réflexions à la base. C'est dès qu'on a un projet de nouvelle usine, de nouvelle ligne, c'est d'intégrer la supply associée. Ouais. Pour pas se retrouver à avoir une usine au milieu de la campagne sans voie d'accès, image bête, mais qu'on peut retrouver. Et ça arrive. Ouais. Et travailler sur la chaîne complète, donc travailler aussi avec les fournisseurs et les clients.
Caroline Bader, Bretagne Supply Chain, et François Jean, Pasca. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir dessiné avec moi les pistes et les enjeux de la supply chain de demain. Merci beaucoup. Bon salon et bonne journée. Merci. Merci.